je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur la résilience. Ça fait quelques semaines qu'on le prépare avec Mathilde notamment, donc, qui a co-construit, et Grégoire de Libertalia Work qui ont co-construit avec moi ce webinaire sur la résilience. Juste avant de commencer, quelques petits mots sur Active Action. Donc, je suis une des cofondatrices d'Active Action. Et notre volonté, notre mission, c'est de transformer les parcours professionnels en une expérience constructive. Et donc, pour ça, on travaille avec 4 grands acteurs du marché du travail, les chercheurs d'emploi. Et donc, peut-être que certains d'entre vous font partie de la communauté d'Active Acteurs qu'on développe depuis maintenant 8 ans. Donc, on rassemble des personnes en recherche d'emploi pour favoriser l'entraide, le développement des compétences, notamment savoir-être, tout au long de cette partie-là, et pour retrouver aussi une activité professionnelle qui nous correspond. Donc aujourd'hui, voilà, on a accompagné depuis 17 000 personnes dans une trentaine de villes, 7 pays différents. On travaille également avec les acteurs publics, les structures de l'accompagnement vers l'emploi, et également avec les entreprises visionnaires, humanistes, qui ont envie de faire bouger les choses et qui ont envie de co-construire avec nous le monde du travail d'aujourd'hui, de demain. Et donc, pour ce faire, on propose des événements comme ceci, des événements inspirants. On espère en tout cas qu'ils sauront vous inspirer ce soir. Donc, des webinaires, aussi des déjeuners pour justement rencontrer des acteurs qui ont des choses à partager sur les sujets du monde du travail. On propose également des ateliers de co-développement pour s'entraider entre acteurs pour lever certains freins et créer ensemble aussi des outils. Également des formations et des accompagnements personnalisés si vous souhaitez aller encore plus loin et développer dans votre structure de la résilience, de la collaboration, du recrutement inclusif et créer avec nous le monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi cette thématique? Alors, comme je le disais, avec Mathilde et Grégoire de Libertalia Work, on s'est réunis il y a quelques semaines maintenant, voire quelques mois, je ne sais plus, en se disant ça serait chouette qu'on fasse un webinaire sur la résilience. Parce que voilà, le monde du travail est en pleine transformation. Je pense que je ne vous apprends rien. Il y a des nouvelles pratiques, des nouveaux espaces, la digitalisation encore plus forte depuis quelques temps, le travail à distance, les nouveaux modes de management. Et du coup, ces transformations internes dans les entreprises, dans les organisations, elles sont aussi accentuées aujourd'hui par le contexte externe complexe dans lequel nous évoluons actuellement. Et on prend conscience du coup des interdépendances entre les systèmes, les individus, de l'importance de la qualité des relations et aussi de la nécessité de développer des compétences comportementales, relationnelles à tous les niveaux. Et donc, comment accompagner ce changement, ce mouvement au quotidien? Et ça implique du coup qu'il y ait peut-être des nouvelles choses qui se passent dans les organisations, dans les équipes, mais aussi auprès de chaque individu. Et donc, voilà, on a décidé de vous partager aujourd'hui des témoignages inspirants, des bonnes pratiques. Et la petite innovation, c'est qu'on va faire aussi le parallèle avec ce qui se passe dans la nature. Donc, Jean-Philippe aura ce rôle de nous dire aussi comment se passe la résilience dans la nature, comment fonctionnent les écosystèmes et quels sont les parallèles qu'on peut faire avec nos organisations. Du coup, pour cette soirée, je suis accompagnée de 3 personnes que je vais vous décrire de manière un peu originale et puis on va essayer de deviner qui est qui. Du coup, notre première... déjà, j'ai un peu dévoilé des choses en parlant au féminin, mais bon, c'est pas grave. Notre première intervenante nous dit qu'elle adore chiner en brocante, chercher des usages détournés pour faire revivre et circuler les vieux objets, et qu'elle aime aussi beaucoup les longues soirées entre amis où on débat et on discute de tout. Donc, il s'agit effectivement de Mathilde Dulioust, qui est cofondatrice de Libertalia Work, avec qui j'ai co-construit ce webinaire. Et donc, Libertalia Work est une entreprise qui accompagne la transformation du travail et aide les organisations à repenser le futur pour mieux agir dans le présent. Est-ce que c'est ça, Mathilde? Exactement, bienvenue en tout cas. C'est ça. Et puis justement, l'objet de Libertalia Work est vraiment aussi en lien avec ce webinaire. Alors, notre deuxième intervenant aime voir sa famille, ses amis, voyager et jouer au golf. Et il a un trait de caractère, c'est innover. Et il s'agit effectivement de Patrick Négaré, qui était directeur général de la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, pendant près de 10 ans. Et depuis maintenant quelques mois, accompagne aussi les structures dans leur transformation. Bienvenue, Patrick. Bienvenue et ravi d'être avec vous. Je vais apprendre plein de choses, j'en suis sûr. Nous aussi.
Et notre tout dernier intervenant, bon, il y a un peu moins de mystère du coup, aime planter les arbres et aime sortir sous la pluie, particulièrement durant les gros orages d'été. L'été arrive bientôt. Il est formateur à Nature Nourricière, mais également cofondateur de l'îlot des Combes. Et c'est des organismes qui organisent des ateliers, des formations autour des alternatives durables et notamment de la permaculture. Bienvenue à toi, Jean-Philippe. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, planter des arbres, ce n'est pas vraiment au programme de ce soir, mais on va tenter quand même de s'assurer de semer quelques graines en parlant de ce sujet de la résilience qui est à la fois large et très intéressant. Et on va s'attacher à vous faire voyager autour de ce sujet-là avec à la fois une prise de recul, mais aussi des éléments très concrets, des bonnes pratiques. Et donc, nos trois intervenants vont se compléter dans cet exercice. Et comme je le disais tout à l'heure, le webinaire finit à 19h, mais restez jusqu'au bout parce qu'il y a une surprise à la fin qu'on vous a préparée pour clôturer, pour progresser dans ce voyage de la résilience. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Du coup, Mathilde, je te passe d'abord la parole. Quand on parle de résilience, du coup, on parle de quoi ? Alors, en général, en effet, on parle de la capacité d'une personne ou dans le milieu professionnel d'une équipe, d'une entreprise, à absorber un choc, à rebondir. Mais en fait, ça s'applique à plein de domaines. Au départ, c'était utilisé dans le domaine de la physique pour parler des métaux. Ça a été utilisé ou c'est utilisé encore dans le domaine de la psychanalyse pour parler plus de traumatisme personnel et de comment on peut les surmonter. C'est évidemment utilisé, on parle dans le système, des systèmes vivants, de la résilience des systèmes vivants et Jean-Philippe va bien sûr en parler. Donc voilà, ça peut être individuel, collectif. Et finalement, qu'on soit un être humain, une organisation ou globalement un système vivant, on parle bien de deux systèmes. Et ce que je vous propose à tous aujourd'hui, c'est de mettre vraiment l'accent sur cette notion de système et de dire à ce moment-là que la résilience, c'est la capacité d'un système à surmonter une perturbation de son environnement. Et voilà, d'envisager vraiment une vision systémique globale de la résilience. Alors, pourquoi je vous propose de mettre l'accent sur cette notion de système, c'est que je pense qu'il y a un enjeu fort aujourd'hui, que l'époque nous pousse vraiment à ça, à casser l'illusion de la séparation, à renoncer à une culture qui fonctionne en silo et plutôt à viser une approche systémique qui pose la question de ce qui nous relie et de comment on peut le partager. Et donc, en s'intéressant aux liens, aux relations, on va essayer de voir du coup comment préserver ces liens pour la résilience de l'ensemble du système et du même coup de s'intéresser à la qualité des relations. Merci Mathilde pour repréciser ce qu'est la résilience et ça nous met l'eau à la bouche. Donc tout de suite, Jean-Philippe, je souhaite te passer la parole pour te dire, dans la nature, justement, prenons un peu du recul et de la hauteur. Dans la nature, comment ça se matérialise la résilience ? La résilience, en fait, telle qu'elle a été définie par Mathilde, donc cette capacité finalement à retrouver un nouvel état après une perturbation, on la trouve partout en réalité. J'ai cherché des exemples, mais c'est vrai que peut-être que l'exemple des forêts est vraiment très parlant. Vous savez comment ça se passe peut-être quand une forêt subit une perturbation. Ça peut être suite à une tempête, suite à un incendie, ça peut être une perturbation humaine en fait. Il y a toute une série de processus qui vont se mettre en œuvre pour réinstaller la forêt. Donc ça démarre en fait, on suppose une forêt qui est balayée par exemple par une tempête. Derrière en fait, il y a plein de lumière qui va arriver d'un coup dans la forêt et cette lumière va favoriser tout un tas d'espèces, ce qu'on appelle des espèces pionnières. Et ces espèces, en fait, elles vont avoir un rôle de préparer, de remettre de la matière dans le sol. On va souvent avoir des plantes qu'on appelle par exemple des fixateurs d'azote. Donc, c'est des plantes qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique pour le rendre disponible pour les autres plantes. Et finalement, on va avoir tout un processus qui petit à petit va conduire à une remise en état de cette forêt. Alors, ce n'est pas exactement la même forêt parce que finalement, c'est une autre capacité qu'a la nature, c'est que la nature, elle arrive à s'adapter de génération en génération. Et au niveau génétique, c'est extrêmement intéressant. Hein, c'est ce qui fait l'évolution des espèces. C'est qu'à chaque nouvelle génération, en fait, on a cette capacité à s'adapter en fait, aux nouvelles perturbations, aux nouveaux changements de l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise ça après de manière pratique dans nos écosystèmes. C'est ce que les agriculteurs ont toujours fait depuis la nuit des temps. Hein, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont prélever des graines ou qu'ils vont récolter, en fait, ils vont garder des graines qui sont plus adaptées à leur terrain et petit à petit améliorer les espèces de cette manière-là.
Comme dit, il y aurait des milliers d'exemples. Ce que j'aimerais peut-être mettre en avant, c'est le moteur de cette résilience, un des moteurs en tout cas de cette résilience. Et je vais vous donner un exemple en fait de ça. On a un poisson en fait qui s'appelle le poisson perroquet qui se nourrit d'algues. Et donc ces algues, il va les gratter à la surface du substrat. Et par cette action, il va permettre le développement des coraux. Et donc sans le poisson, donc c'est le poisson clown, hein, sans ce poisson, non j'ai dit clown, non c'est perroquet. Ouais. Sans ce poisson en fait, on n'a pas de coraux, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe si ce poisson disparaît en fait? C'est qu'il y a plein de poissons qui vont avoir la même fonction que lui. On va avoir le poisson demoiselle, on va avoir le poisson chirurgien, etc. Et en fait, on appelle ça, c'est ce qu'on appelle la redondance écosystémique. C'est parce qu'il y a une redondance dans les écosystèmes, c'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'une fonction, elle est assurée par plusieurs éléments de l'écosystème. C'est grâce à cette redondance, finalement, qu'on va amener de la résilience et de la stabilité. Et donc, finalement, la résilience est un des moteurs du coup de cette résilience, ouais, c'est cette redondance qui fait que les fonctions sont présentes à plusieurs endroits. Vous voyez, on ne trouve pas généralement ça dans nos systèmes à nous. Prenez le cas d'une voiture, hein, quand vous avez une pièce qui est défectueuse, toute la voiture tombe en panne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une pièce qui va pouvoir prendre le rôle d'une autre pièce. On ne va pas avoir le radiateur qui du coup va se prendre le rôle du carburateur pour etc., etc. Alors que dans la nature, si. Il y a la redondance en fait des écosystèmes qui fait que à chaque fois qu'on a une fonction, elle va être assurée par plein d'éléments et ça va amener une capacité justement à s'adapter aux changements et aux difficultés. Et ce qui est peut-être intéressant pour finir, c'est que on se rend compte que ce qu'on appelle des perturbations, finalement, dans la nature, ne sont pas des choses négatives. Très souvent, les perturbations sont liées à la vie. C'est-à-dire que c'est la perturbation des écosystèmes qui fait que les écosystèmes sont dynamiques. Et je peux vous donner un dernier exemple. En fait, les forêts de séquoia, vous les connaissez tous dans ces forêts d'Amérique du Nord. Vous avez ces énormes arbres majestueux. Et les séquoias, comme tous les arbres, hein, font une progéniture à leurs pieds. Donc, on a des bébés séquoias qui vont pousser aux pieds. Le problème, c'est que pour germer, ces bébés séquoias, ils ont besoin de deux facteurs. Ils ont besoin d'avoir un sol qui est complètement nu et ils ont besoin d'avoir de la lumière. Évidemment, c'est des facteurs qui n'existent pas dans une forêt en bonne santé, puisque le sol est recouvert d'épines et puis le soleil n'arrive pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que régulièrement, en fait, il y a des incendies. Alors, ce n'est pas des incendies liés à l'homme, c'est normal, ça fait partie du cycle naturel de ces forêts. Et lorsqu'on a un incendie, en fait, eh ben, on a la cime des arbres qui va disparaître, du soleil qui va rentrer, et en plus, toutes les aiguilles auront été brûlées, donc le sol va être à nu, et là, les jeunes séquoias vont pouvoir pousser, et c'est eux qui vont régénérer la forêt. C'est grâce à cette perturbation, finalement, qu'on va avoir une régénération de l'écosystème et qu'on va avoir un écosystème qui est dynamique. Et c'est bien le problème dans nos forêts aujourd'hui. En fait, elles sont gérées d'une manière qui s'éloigne en fait des processus naturels et qui fait qu'on n'a plus cette dynamique et qu'on a des forêts en fait qui sont plus en phase de dépérissement qu'en phase dynamique. Donc peut-être en conclusion de dire ça, c'est que la résilience, finalement, dans la nature, c'est aussi ce qui est le moteur de la dynamique des écosystèmes. Merci Jean-Philippe pour l'illustration de la résilience dans la nature. Et donc, on voit qu'il y a plein de mots intéressants qui, justement, on va les retrouver aussi dans nos organisations. Donc, la redondance, le besoin d'espace, la lumière, qu'on pourrait créer des parallèles avec peut-être des compétences ou d'autres choses. Et aussi les crises. Les crises, là, tu parles d'incendie, donc les crises, comment les crises amènent aussi à se régénérer. Patrick, du coup, même avant de parler du comment, de ton expérience, de ce que tu as mené au sein de la CPAM, la transformation de la CPAM des Yvelines, déjà le pourquoi vous avez décidé de faire des transformations au sein de la CPAM des Yvelines. Oui, bah, il y a deux pourquoi. Le premier, qui est beaucoup plus général, c'est I had a dream, comme disait l'autre. En tant que directeur d'un service public, je voulais vraiment transformer le service public. Parce que je pense que tout ne peut pas venir de l'État, d'en haut, etc. Et je me suis dit, c'est ce qui redonnera de la légitimité au service public de faire cette transformation-là. Je l'ai fait sur plusieurs autres innovations, mais celle dont on parle, c'était changer la façon de manager les hommes. Et c'est là que j'en viens au deuxième sujet, je me suis dit, mais on fixe beaucoup de choses sur les objectifs, les résultats, mais on a oublié les moyens. Il y a un très beau proverbe japonais qui dit, à trop vouloir viser le but, on a oublié l'essentiel. Et justement, c'est là, autrefois, les gens, il y avait du relationnel, ils discutaient entre eux, etc. Et petit à petit, on est arrivé avec l'industrialisation à couper en tranches les activités, à supprimer ce relationnel, à coller des procédures, des normes, des contrôles, et les gens n'ont plus été eux-mêmes. Et ça, c'est dramatique. Et je me suis dit que finalement, si on restaurait cette façon d'être bien ensemble, de parler non pas de la qualité de vie au travail, mais de la qualité du travail, on allait réussir à nouveau à donner envie aux gens
de travailler, de se lever le matin pour venir et d'avoir des bons résultats et de rendre le meilleur service au public qu'on est là pour servir. Voilà, c'est ça qui m'a motivé et je crois que c'est essentiel. C'est une forme de résilience, de revenir un peu, parce qu'on aurait toujours dû être l'homme, c'est-à-dire un homme qui vit en société. Merci Patrick aussi pour ces mots d'introduction. Donc on voit déjà des premiers parallèles et des premiers éléments intéressants. Justement Mathilde, avec ce que Jean-Philippe et Patrick ont pu déjà partager, quels sont selon toi les parallèles qu'on peut faire entre ce qui se passe dans la nature et les relations aussi dans les organisations? Oui, alors déjà, comme on disait tout à l'heure, l'organisation, l'entreprise, c'est un système, donc complexe, mais c'est un système. Et quand on s'intéresse à un système, on s'intéresse aux relations et donc à la qualité des relations, comme on l'a dit en introduction. Du coup, la question devient, qu'est-ce qui peut faire qu'une relation est une relation de qualité? Alors, il y a plein de possibilités de réponses. Moi, il y en a une que j'aime bien qui vient de la sociologie, qui est de dire que ce qui fait qu'une relation est de qualité, c'est lié à l'intensité de nos liens. C'est un peu ce que disait Patrick tout à l'heure aussi, donc de l'intensité de nos liens avec les autres et à notre degré d'ouverture, de résonance vis-à-vis d'eux. Alors, comment on peut faire pour avoir une bonne intensité de lien et un bon degré d'ouverture, on peut dire. Là aussi, il y a plusieurs façons. Peut-être celle que je peux partager d'ores et déjà, c'est de travailler ou de retravailler, quand ça a déjà été fait, on peut aussi se remettre un peu à la tâche, de travailler sur le sens, la mission, la raison d'être. Donc, il y a plein de projets autour de ça. On en entend quand même pas mal parler dans les organisations et c'est plutôt une bonne chose parce que voilà, une organisation qui fonctionne, elle a un projet commun qui fédère les collaborateurs, les équipes autour de ce projet. Et quand on travaille là-dessus, ça révèle ce qui est vivant et ce qui fait vibrer et ça amène à la joie. Donc, ça me paraît être quand même plutôt une bonne idée pour travailler sur la qualité des relations. Et une autre piste, ce serait de préserver ou de déployer ce qu'on peut appeler des bulles de résonance, c'est-à-dire des endroits, des moments où où on arrête en fait d'être dans un rythme d'accélération, où vous savez, on est très dans le très vite, très performant, le court terme, etc. Et d'être plutôt sur un temps plutôt long, étiré, tranquille, où on va pouvoir considérer que le temps de relation, que le temps où on est en relation est un temps qui a de la valeur. Et donc, vraiment un temps qui a de la valeur et auquel on laisse de la place. C'est les premières pistes. Merci Mathilde. Donc la notion de temps et d'espace qui peuvent être des notions importantes dans les organisations et peut-être aussi dans la nature pour cette notion de résilience. Justement, Jean-Philippe, quelle est l'importance donnée à l'espace et au temps dans la nature? Ouais, notamment le temps, il a vraiment une grande importance et on l'oublie beaucoup. Imagine un volcan en fait qui va laisser une lave et qui cette lave va refroidir, on va se retrouver sur une roche totalement nue. Ben, si tu viens mettre un gland sur cette roche, il va jamais pousser. Mais pourtant, si tu attends 1000 ans, 2000 ans, en fait, le chêne sera là. Mais comment il va faire, en fait, c'est qu'il y a un temps. Au départ, on va avoir des lichens qui vont venir, qui vont réussir à s'installer sur cette roche, parce que c'est un mélange d'algues et de champignons, donc ils peuvent tout faire. Et ces premiers lichens vont ramener de la matière organique, donc ils vont faire un embryon de sol. Puis on va avoir des mousses, puis de ces mousses, on va avoir de plus en plus de sol, puis des petits arbres, etc. Et avec un long processus comme ça, finalement, on va arriver à mettre en place nos chênes. Et donc ça, c'est ce que nous dit la nature. Mais quand on regarde, nous, la manière dont on réagit nous, sur enfin, notre agriculture, en fait, elle ne prend pas en compte ces processus. Vous voyez, on a une prairie, on va planter des pommiers. Un pommier ne vient pas dans une prairie, en fait. On a un processus à mettre en place. Et c'est ce qu'on pratique, notamment dans les projets de forêt-jardin en permaculture, c'est qu'avant d'installer nos arbres fruitiers, ou en même temps qu'on installe nos arbres fruitiers, on va installer tout un tas de plantes qui ne sont pas des plantes qui vont nous nourrir, en fait, mais des plantes qui vont nourrir le sol, des plantes qui vont nourrir la biodiversité. Parce que c'est par ce travail, en fait, de longue haleine que petit à petit, en fait, on va transformer l'écosystème pour le rendre beaucoup plus adapté à nos futures cultures. Et donc ça, c'est une démarche qui me paraît vraiment importante. Et concernant l'espace, pour finir, c'est que effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on va trouver beaucoup aujourd'hui dans les projets de permaculture. C'est ce qu'on appelle l'idée des jardins-forêts, l'idée d'avoir une végétation qui se superpose, comme c'est le cas dans la nature. Dans une forêt, vous avez des grands arbres, des moyens, des petits, vous en avez qui sont au sol, vous avez des lianes qui vont monter sur les arbres. Quand vous regardez nos écosystèmes agricoles aujourd'hui, on a quoi? On a de la monoculture. C'est uniquement des systèmes en 2 dimensions. Or, le fait de superposer les végétations, en fait, ça permet d'augmenter la
la capacité photosynthétique de l'écosystème, donc de fabriquer plus de sucre tout simplement et donc plus de nourriture. Et donc ça, c'est deux critères qui sont extrêmement importants en fait dans les projets en permaculture, et qui s'inspirent de la nature. Donc c'est inspiré de la nature, bien sûr, c'est cette notion de temps, de laisser le temps en fait au projet, de suivre en fait la même logique que la nature, et aussi d'occuper l'espace pour optimiser les productions. Merci Jean-Philippe. Du coup, Patrick, sur cette notion de temps et d'espace notamment, et tu as accompagné une transformation longue aussi à la CPAM. Et quelles ont été peut-être les étapes préparatoires à cette transformation, et quelle est justement peut-être l'importance que toi tu vois au temps et à l'espace? Oui, justement, le temps, tu viens de le dire, j'ai travaillé pendant près de 10 ans sur le sujet. Je pense que quand on joue sur les attitudes et les comportements, on ne peut pas faire ça en 6 mois. Il faut vraiment beaucoup de temps, parce que ça serait contre-intuitif d'exiger que quelqu'un fasse ça, alors qu'en fait, on a envie que ça se mette en mouvement. On l'a dit tout à l'heure, c'est un écosystème, et il faut petit à petit, ça se cale. Si on plante le gland, il ne va pas pousser tout de suite. Si on décide de faire quelque chose, il faut que ce soit collectif. Et donc, s'agissant de l'espace, on a vraiment essayé de modifier, pour que Mathilde le disait tout à l'heure, les lieux pour que les gens se rencontrent, qu'ils échangent, soit spontanément. Souvent, ils ne font que à la cafétéria, mais là, on a multiplié les lieux, soit dans des espaces de travail qui soient beaucoup plus ludiques, beaucoup plus informels, pour laisser faire le cerveau fonctionner différemment qu'il le fait d'habitude en étant derrière l'ordinateur et en regardant ses courriels. Alors, ce qu'on a fait, on a agi. D'abord, j'ai fait ce que j'appelais l'acculturation. C'est pas le terme, il paraît un peu pédant, mais la première année, j'ai presque fait que ça. J'ai fait venir des experts. On a adhéré à des associations où pas seulement les managers allaient, mais même les employés. On a visité des entreprises. Je voulais que les gens prennent conscience par eux-mêmes que le monde qui nous entourait avait changé et que la sécurité sociale, qu'une caisse d'assurance maladie devait aussi changer. Que ce n'est pas parce qu'on est en situation de monopole qu'on est éternel. Rien n'est éternel. Ça, c'est la première chose. Ça a duré à peu près 1 an. Et ensuite, je leur ai expliqué sur quoi j'allais me baser. Je me suis basé sur les peuples premiers, on parle de résilience là, et sur les neurosciences, qui sont vraiment un vecteur de management extraordinaire, pour leur dire que ce que j'allais leur proposer, ce n'était pas une mode, que je n'avais pas lu un journal sur le management le week-end et que le lundi matin, j'avais une révélation, qu'il y avait 5 leviers, à mon sens, qui étaient essentiels. Le premier levier, c'est le sens, on en a suffisamment parlé, c'est-à-dire pourquoi on faisait ça. Sinon, pourquoi voulez-vous qu'ils me suivent? J'aurais dit que moi, je voulais qu'ils soient bien dans leur travail, qu'ils donnent vraiment tout leur potentiel, et là, que ça irait mieux. Ça, c'était la première chose. Il a fallu que j'explique et que je prenne du temps, etc., afin qu'ils puissent vraiment s'impliquer. Et j'ai dû faire preuve d'authenticité et d'exemplarité. La deuxième chose, c'était la confiance. La confiance, c'est vraiment l'acte fondateur pour libérer les énergies. C'est là que les gens vont exprimer leur potentiel. C'est l'inverse de la défiance, je ne vous apprends rien, mais sauf que la défiance, ça génère de la peur. Et les gens n'osent plus ensuite agir. La confiance, c'est fantastique, parce que les gens, après, ils partagent leurs idées. Les non-dits n'existent plus, les sous-entendus non plus. Et quelque part, on sent qu'on a le droit à l'erreur, puisque le manager lui-même a une position où il fait preuve d'humilité. Moi, j'ai des fois dit que j'avais fait des erreurs, et c'était vrai, ce que je disais tout à l'heure, et puis de loyauté, c'est-à-dire qu'on tient ses engagements, déloyal avec ce qu'on a dit. Ça, c'est un levier extrêmement fort. Le troisième levier, c'est celui de l'autonomie, car on sait, notamment chez les jeunes, c'est un levier extrêmement fort. Les gens ont envie de se réaliser. Si je ne suis pas autonome, je ne me réalise pas et je quitte mon emploi parce que je ne peux pas me réaliser dans mon unité. Et c'est ce qui permet quelque part d'accepter le changement. Parce que si je suis autonome, j'ai tendance à être moteur du changement. J'ai tendance aussi à faire preuve de créativité, d'innovation, ce que je disais tout à l'heure, et à jouer collectif. En réalité, l'autorité doit se trouver là où se trouve l'information. Si on fait ça, les gens sont autonomes. Celui qui a un problème à 3 heures de l'après-midi à l'autre bout des Yvelines, ce n'est pas moi qui vais le résoudre, c'est lui. Et il fera ce qu'il pourra, et s'il a fait mal, il a le droit à l'erreur, mais il aura fait ce qu'il a pu à ce moment-là. Il était en situation vraiment de le faire. Le troisième levier, qui est extrêmement important quand on veut libérer les énergies, comme je dis, c'est celui de la reconnaissance. La reconnaissance, ça veut dire que l'autre, on le considère égal à soi-même, et on le prouve, on le montre. Ça signifie qu'il faut abandonner pas mal de symboles de pouvoir, qu'il faut mettre son ego dans sa poche au service de l'intérêt général. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui manque. On voit bien que dans notre pays, la faillite des élites, on peut appeler ça comme ça aujourd'hui, c'est dû au fait que les gens, de par leur diplôme, leur formation, etc., ils ont vraiment un ego qui fait que les gens autour d'eux n'osent plus s'engager, ne sont plus incités à s'engager puisqu'ils sont considérés comme inférieurs et incapables.
que si tout est centralisé entre quelques mains, ça ne peut pas fonctionner. C'est un réel problème aujourd'hui. C'est bien pour ça que j'ai voulu essayer de changer le service public à mon niveau. Et finalement, il faut pour ça valoriser les efforts des gens, les résultats aussi, mais les efforts, faire preuve de gratitude. Et les contributions individuelles, il faut bien montrer qu'elles sont au service du collectif et que chacun a son rôle à jouer. Le dernier levier que j'ai utilisé, c'est la fierté d'appartenance. Ça, on l'a trop oublié, mais c'est le rôle du collectif, c'est-à-dire que je fais avec le collectif ce que j'aurais jamais pu faire tout seul. Dans le collectif, il y a une exigence qui fait que je dépasse ma petite personne pour réaliser des résultats qui sont vraiment extraordinaires, dont je vais être fier, justement. Je suis fier d'appartenir à ça. Alors pour ça, il faut des rites, il faut des choses comme ça qu'on a trop oubliées. Ça veut dire quoi un rite? Ça veut dire qu'on va fêter l'innovation participative tous les ans, qu'on va faire une fête avec une kermesse, on va fêter toutes les meilleures réalisations, les échecs, les succès, tout ça, il faut savoir en parler. Donc tout ça, c'est ce qu'on a mis en place pour préparer ensuite la mise en œuvre de toutes ces transformations managériales pour que les gens comprennent bien pourquoi c'était ça. Et c'est ensuite qu'on a prouvé qu'on allait le faire. Merci Patrick. Du coup, on parle de temps, d'espace, mais aussi voilà, d'acculturation, de sens, confiance, reconnaissance, fierté, d'appartenance, plein de choses. Est-ce que Mathilde et Patrick, sur ces notions-là, vous avez des exemples concrets peut-être à donner à ceux qui nous écoutent, managers, acteurs de ressources humaines ou dirigeants ou même acteurs, individus, sur ces notions-là, de choses à peut-être mettre en place et à tester dès demain ou la semaine prochaine ou dans quelques mois sur ces notions-là? Oui, en fait, Patrick parlait tout à l'heure de ça marche bien quand c'est spontané, et c'est vrai, hein, pour dans les entreprises, pour favoriser un peu ce qui est vivant, etc. Donc quelque chose qui bouge, où on se parle, où c'est joyeux, c'est spontané, etc. C'est effectivement considérer que ce temps-là, c'est vraiment important, et faire en sorte que ça devienne presque inconscient, que ce soit dans la culture de l'entreprise. Après, ça peut être aussi dans des temps et des projets organisés. Je pense par exemple à en fait, se saisir de n'importe quel projet de changement, une nouvelle pratique, un nouveau process ou une transformation plus profonde, et d'envisager ça sous l'angle de la co-construction, c'est-à-dire de vraiment impliquer l'ensemble ou une grande partie des équipes, des managers, des collaborateurs, et de collectivement, avec vraiment l'intelligence collective, essayer de voir quel est le problème, quelles sont les différentes solutions, qu'est-ce qu'on peut faire, les plans d'action, et aussi les décisions. Alors ça prend du temps, ça prend plus de temps clairement que quand il y a une seule personne ou un codir qui va décider et aller droit au but. Ça prend du temps, mais à mon sens et d'expérience, ça joue beaucoup sur la qualité des relations et sur ça diffuse une culture un petit peu plus à minima participative, et en tout cas plus résiliente, je pense. Ça, c'est sur le temps. Après, ce qui est intéressant, c'est de ne pas séparer trop le temps et l'espace, et de s'interroger aussi sur comment rendre les lieux comment les lieux peuvent favoriser en fait ces temps de relations. Et je trouve que ça pose vraiment une question qui est hyper d'actualité en ce moment, qui est celle du rôle du bureau. Quelle est la valeur ajoutée du bureau, de l'espace physique, et comment on va faire pour que ce soit un lieu utile et qui apporte de la valeur au collectif. Et finalement, quand on pose la question, parce que la question était valable aussi avant la pandémie, et elle sera sûrement aussi plus tard dans le temps, mais quand on pose la question de pourquoi venir encore au bureau aujourd'hui ou demain, la réponse, elle est toujours la même spontanément, quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur d'activité. C'est toujours la même réponse, c'est les autres, c'est le lien, c'est les relations, c'est je veux voir les collègues, je veux pas être simplement derrière un écran, et avoir vraiment des relations qui soient de qualité. Et alors après, il y a d'autres raisons de pourquoi encore revenir au bureau, mais après, quand on les hiérarchise et qu'on essaye de voir un petit peu des priorités, et quand on regarde ce qui sort vraiment spontanément, c'est bien ce lien et les relations. Donc l'intérêt, et ce qui va être important, c'est de devoir d'entamer une réflexion collective pour prévoir des lieux qui vont favoriser ce qui est vivant dans l'organisation et vont apporter des bulles de résonance dont on parlait tout à l'heure. Merci Mathilde. Patrick, est-ce que tu as un exemple à nous partager sur ce sujet-là? Oui, alors j'ai plusieurs exemples.
j'ai parlé tout à l'heure des espaces, hein, je suis d'accord avec Mathilde, hein, on avait organisé des espaces différents selon l'objet de la rencontre. Hein. Si c'est une rencontre spontanée, c'est des divans, des trucs comme ça, on échange, on boit un petit coup. Et puis si c'est une rencontre de travail, c'est un espace ludique, mais dans lequel on peut quand même, il y a des tableaux, des post-it, des machins comme ça pour travailler. Et puis il y a un coin où on peut se concentrer à tout seul ou à 3-4 pour faire une mini-réunion. Mais c'est la première chose qu'on a faite pour vraiment mettre en œuvre ces leviers. Et j'insiste là-dessus, pourtant c'est quelque chose d'archi connu, mais ça dépend, comme tout, comment on le manipule, entre guillemets, c'est le lean management. Pourquoi le lean management? Parce que j'ai dit, voilà, vous qui êtes les employés, on estime que vous êtes aussi capable de nous de faire les choses. Et le manager, maintenant, il va être à votre service, c'est plus l'inverse. Il va plus dire, écoute, tu fais ça, je suis chef, donc j'ai raison, t'exécutes. Il va faire émerger la meilleure solution. Et on a formé tous les opérateurs pour que, quelque part, ils soient capables au quotidien de gérer l'amélioration des procédures, des délais, de la qualité, des espaces, tout ce qu'on veut. Et ça a été fantastique parce qu'ils se sont dit, mais enfin, ça y est, on a le pouvoir d'agir sur notre quotidien, on est autonome et on nous fait confiance et on a du sens dans ce qu'on fait. La deuxième chose qu'on a faite, c'est l'innovation participative. C'est-à-dire de se dire qu'au-delà de l'unité de travail, dans toute la caisse, n'importe qui, où qu'il soit, quel que soit son grade, on s'en fiche complètement, ou son statut, encore pire, peut émettre une idée en disant, voilà, moi je pense que la plateforme de service, ça ne marche pas bien, et pourquoi on ne ferait pas ci, on ne ferait pas ça, ou je pense que ce point de législation est très confus pour les gens, ils n'arrivent pas à savoir s'il faut déclarer le médecin traitant pour leur enfant qui a plus de 16 ans, je ne sais pas quoi. Et là, on a fait une petite plateforme de service interne très intéressante, où on peut liker, incrémenter, etc. Et, aux surprises, il y avait 450 idées par an d'émises, 50% de ces idées venaient des employés. C'est là que c'est intéressant de se dire, mais attendez, on prouve que n'importe qui a la même valeur que l'autre pour émettre des idées pour travailler. Et ça, je crois que c'est un phénomène extrêmement intéressant parce que ça montre là où on peut agir. Alors ensuite, on a défini les principes de management bienveillant exigeant, on en parle beaucoup. La bienveillance, c'est bien. La bienveillance, c'est une attitude finalement empathique qu'on a vis-à-vis de l'autre, tandis que l'exigence, c'est l'attitude par rapport au travail. Les deux ne sont pas incompatibles. Et s'il n'y a que de la bienveillance, ça vient vite de la complaisance. Et puis, on a fait en sorte que tous ces principes de management bienveillant exigeant soient mis en œuvre par le personnel lui-même. C'est-à-dire qu'on avait un intranet collaboratif, on dit voilà, par exemple, pour les achats, on décide que ce ne sont plus les services support qui vont tout décider, ils seront services experts, mais c'est que le personnel qui va décider si on change le restaurant d'entreprise, si on change le ménage, enfin les personnes titulaires des marchés, etc. Et ça a été très bien parce que les gens, ils agissent en bon père, en bonne mère de famille, mais jamais ils ont dépassé le budget d'un centime, ils évertuent même à dépenser le moins. Ça montre bien qu'il y a une responsabilité des gens qui existent. Et là, on prouve qu'ils peuvent être autonomes, qu'ils agissent vraiment de façon tout à fait raisonnable. Donc, il y a plein d'exemples comme ça qu'on a fait où les gens, ils ont vraiment participé activement, ils se sont sentis bien et ça a dénoué toutes les relations, tous les contacts. Et il y avait ensuite une telle libération des énergies qu'ils n'arrivaient pas eux-mêmes à faire des choses qu'on ne leur avait pas demandé en disant de toute façon, j'essaye, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, comme on a le droit à l'erreur, on recommencera là. Mais non, ce n'était pas des choses inconsidérées, ils étaient conscients, réalistes. J'ai bien aimé Mathilde quand elle a parlé de co-construction, c'était ça. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on veut changer l'accueil à Poissy, etc. Le réflexe, c'est de dire, mais oui, mais c'est les personnes qui sont là toute la journée avec ça, qui vont nous proposer ce qu'ils souhaitent comme changement. Et là, on parlait tout à l'heure de temps passé, c'est du temps passé, mais ce n'est pas du temps perdu. Parce qu'une décision, si elle est concertée, mûrie, réfléchie, etc., vous avez l'impression de perdre du temps, en fait, vous en gagnez, parce qu'elle va être durable, pérenne, et que les gens, ils vont se sentir concernés par cette décision. Merci Patrick. Donc là, on commence à mettre le doigt aussi sur les éléments de co-construction, de collaboration, de collectif. Du coup, à ce niveau-là, justement, Mathilde, qu'est-ce qui favorise la résilience d'un point de vue collectif? Comment aussi naviguer justement dans des environnements aujourd'hui, des fois incertains, accompagnés au mouvement? Alors, c'est un peu ce qui a été dit jusque-là, ce qui marche bien, et c'est vrai un peu dans tous les domaines. En tout cas, ce qui marche le mieux, je pense, c'est la coopération. C'est vraiment d'être justement dans une démarche collective. Et pour favoriser la coopération, on privilégie l'intelligence collective. Donc, l'intelligence collective, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est faire émerger des idées et après converger vers ce qui convient le mieux à tous.
Et ça, on peut le mettre en place assez facilement dans les organisations. Enfin, alors, c'est un métier, hein, faciliter l'intelligence collective, mais il y a quand même des outils, des techniques, des méthodes qui peuvent être déployées dans les organisations. Alors, des techniques très, très simples, hein. Par exemple, on parlait de l'espace tout à l'heure, d'organiser l'espace ou une salle de réunion déjà en cercle plutôt qu'en salle de classe ou en mode cinéma ou d'avoir simplement une salle vraiment trop classique, trop formelle, d'être en cercle et d'être en capacité de voir et d'être vraiment se sentir vraiment en collectif, c'est vraiment très simple et plutôt efficace pour se mettre dans de bonnes conditions de faire de la coopération. Alors, je pense que ça, c'est facile. Ça peut être aussi d'avoir un bâton de parole symbolique qui invite quand on est plusieurs à intervenir, à s'écouter, voilà, à attendre son tour pour parler et à être vraiment dans des fondamentaux, disons, de la coopération. Ça va aussi avec poser un cadre qui permet justement d'avoir des échanges en toute confiance quand c'est bien posé en début de chaque réunion, par exemple. Donc ça, c'est des outils assez simples à mettre en place. Après, il y a des méthodes qui existent et qui sont très efficaces pour justement pratiquer l'intelligence collective et amener à de la coopération. Tu parlais tout à l'heure, Pauline, du co-développement. C'est effectivement, je trouve que ça fait pas mal son entrée dans les entreprises. Ça commence vraiment dans des démarches d'aide, d'entraide à se pratiquer. Alors, vous savez, c'est un petit groupe de personnes qui arrivent avec chacun une problématique. On en sélectionne une et l'ensemble des participants aident le porteur de la problématique à trouver des solutions. Donc là, on est purement dans l'intelligence collective. Mais voilà, c'est un process, c'est organisé, ça structure la réflexion, l'écoute. Et là aussi, je trouve que ça amène à des relations qui sont plutôt qualitatives. Ça c'est déjà pas mal présent dans les entreprises, comme on disait, mais il y a d'autres techniques. Je pense à la communication non violente, qui est un peu plus tabou, je dirais, en tout cas de ce que j'en sais dans les organisations. Il peut y avoir un peu des formations de ci, de là, mais je trouve que c'est moins facile de le faire entrer dans les organisations, alors que c'est quand même assez puissant. Je pense une fois où j'avais accompagné un groupe de personnes dans une formation et je les invitais à pratiquer un exercice de feedback, donc pas de jugement, mais d'être vraiment dans une relation d'échange et d'utiliser des techniques de communication non violente dans laquelle on est encouragé à partager et exprimer un ressenti, une émotion. Et une des participantes, c'était une femme, elle avait complètement bloqué. Elle m'avait dit, non, mais il n'est pas question de ça. Il n'est pas possible que j'envisage de partager mes émotions, mon ressenti, ni même d'écouter celui des autres. Elle était très bloquée, alors qu'en fait, c'était vraiment une invitation justement à être dans une relation plus équilibrée et plus qualitative. Et donc, on voit que ça a encore un peu de chemin à faire pour intégrer les organisations, en tout cas la culture de l'entreprise. Et je pense que c'est très utile dans l'environnement dans lequel on est, justement incertain, comme tu le disais, Pauline, où on a besoin d'être vraiment à l'écoute de nos émotions, à l'écoute des émotions des autres, et où on a besoin de faire appel à toutes nos intelligences, y compris les intelligences émotionnelles, parce que voilà, ça aide vraiment, c'est vraiment aidant pour naviguer en incertitude et faire face à ce genre d'environnement. Voilà, c'est des méthodes qui existent, on peut les apprendre. Après, tout simplement, c'est aussi se saisir des situations qui sont autour de nous dans l'entreprise et de les envisager sous l'angle justement du collectif, de la relation et de l'amélioration de la relation. Je pense au télétravail qui est très présent en ce moment pour tout le monde. Souvent, quand on parle du télétravail, quand on essaie de le déployer ou de le développer, on s'intéresse soit d'une part aux télétravailleurs, voir ce que disait tout à l'heure Patrick, parlait d'autonomie. Est-ce que la personne est autonome? Souvent, on se rend compte que oui. D'autre part, le manager, est-ce que le manager a les qualités, les compétences, la posture managériale qui va bien
pour gérer cette relation à distance. Donc ça, c'est aussi utile de regarder ça, éventuellement de faire des montées en compétences si c'est nécessaire. Mais ce qui est intéressant et ce qui est moins souvent regardé dans les entreprises, c'est justement de regarder la relation. Comment se passe la relation entre le télétravailleur et le manager? Comment ce binôme fonctionne? Quel est le niveau de maturité de cette relation pour envisager une relation à distance? Et aussi, bien sûr, d'intégrer les relations plus indirectes, mais complètement nécessaires au succès de cette relation-là globale du travail à distance, qui sont les relations avec les collègues, l'ensemble de l'équipe. Donc voilà, c'est une situation qui existe. Essayez de porter son attention sur d'autres choses, et en l'occurrence aux relations et à la qualité des relations. Merci Mathilde. Et là, on voit aussi une notion qui se dessine, qui est importante, c'est la notion de confiance. Parce qu'effectivement, pour oser échanger, oser partager des choses peut-être aussi plus personnelles, ben, il faut être aussi dans un environnement de confiance. Et puis, on revient aussi sur la notion d'autonomie, de se dire, laisser aussi la possibilité à chacun de oui ou non rejoindre ce genre de dynamique. Jean-Philippe, je te passe la parole pour se dire, dans la nature, comment ça se passe justement, si on reprend de la hauteur et si on refait ce parallèle avec la nature, les relations entre les organismes vivants, comment ils collaborent, comment ils communiquent. Oui, c'est vrai qu'on nous a toujours montré la nature comme une nature en compétition. La plupart des reportages animaliers, en fait, c'est souvent de la prédation. Et quand on regarde la nature, on se rend compte qu'en réalité, c'est énormément la coopération qui se joue. Donc, il y a la compétition, mais majoritairement la coopération. Et en parlant, c'est vaste comme sujet, mais en prenant l'exemple des arbres, par exemple, les arbres ont cette capacité, enfin, ils sont obligés finalement de coopérer parce qu'ils sont immobiles et donc ils ne peuvent pas chercher leur nourriture, ils ne peuvent pas se défendre, donc ils ont développé d'énormes capacités de coopération et pour cette coopération, en fait, ils ont également développé une communication. Et j'aimerais juste souligner deux ou trois points sur cette communication. La première, en fait, c'est, je vais vous donner un exemple, lorsqu'un arbre est croqué par une petite bête, en fait, il ne peut pas se défendre, il ne peut pas l'enlever. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer un message à une guêpe, et cette guêpe va venir pondre dans cette petite bête, et les larves de la guêpe vont la manger, puis ça va faire disparaître cet individu. Et c'est assez étonnant de voir comment un arbre est capable de se faire comprendre par une guêpe. Et ce message, il n'est pas large, en fait. C'est un message très précis vers une guêpe précise. C'est-à-dire, on a observé même qu'en fonction de l'animal, de l'insecte qui allait manger l'arbre, en fonction de son espèce, l'arbre n'allait pas appeler la même guêpe. C'est-à-dire qu'il est capable d'envoyer un message précis à un animal précis et que cet animal est capable de le comprendre. Et de la même manière, l'arbre est capable de communiquer avec des champignons, il peut communiquer avec des bactéries, il peut communiquer avec ses semblables. Et on voit par rapport aux humains, en fait, qui peuvent bien sûr communiquer entre eux, mais très difficilement avec le monde animal, on voit que l'arbre, il a un spectre extrêmement large. Il a réussi à s'adapter, en fait, à tous les règnes, en fait, puisque entre le champignon, la bactérie, la guêpe, ça n'a rien à voir avec un arbre, en fait. Et pourtant, il arrive à communiquer. Et il y a un autre élément qui me paraît intéressant par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est l'importance des anciens. On se rend compte que les vieils arbres, ils ont un rôle fondamental dans l'écosystème parce qu'au fur et à mesure de leur vie sur Terre, ils enregistrent les modifications de l'écosystème. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais toutes les branches de l'arbre n'ont pas le même patrimoine génétique et une branche peut être adaptée à un insecte et pas l'autre, etc. Et donc, plus l'arbre est vieux et plus il aura le potentiel pour s'adapter aux difficultés dans son environnement. On parlait tout à l'heure de résilience. Et qu'est-ce qui fait ce vieil arbre? C'est que quand ce potentiel, il peut le transmettre en fait. C'est-à-dire que par ses racines et par les champignons, il va pouvoir transmettre ces informations et faire en sorte que le reste de la forêt puisse acquérir également cette expérience. Donc, on a ce transfert d'expérience qui se fait en fait des anciens vers le reste de l'écosystème. Et peut-être le dernier point que je pourrais vous partager, pour revenir à cette notion de coopération et de compétition, alors effectivement, il y a une vraie compétition dans la forêt, notamment pour la lumière. Lorsque les arbres vont pousser ensemble, ils vont aller le plus vite possible pour essayer d'atteindre la lumière en fait et pouvoir donc se développer. Mais effectivement, en même temps, on a observé que les arbres sont capables, toujours grâce à un réseau de champignons, donc toujours cette coopération avec les champignons leur permet de transmettre de la nourriture à d'autres arbres. Et donc finalement, c'est étonnant parce que l'arbre, d'un côté, il va essayer d'aller le plus vite possible vers la lumière et en même temps, il va nourrir les arbres qui sont autour de lui. Ouais, c'est presque contradictoire. Mais en fait, si on se met à la place de l'arbre, on comprend tout à fait parce que l'arbre tout seul, il est très fragile. L'arbre, il a besoin de la forêt.
il a besoin de la stabilité de l'écosystème. Et donc, en même temps, il a besoin d'être le premier à atteindre la lumière pour son développement personnel, mais en même temps, il a besoin que tout le monde réussisse, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va avoir un écosystème qui est stable et qui va donc permettre la pérennité de l'arbre. Donc finalement, je pense que c'est le bon équilibre entre la coopération et la compétition. Cette compétition, c'est l'idée de donner le meilleur de soi-même parce qu'on a un potentiel, on essaie de l'exploiter, mais qu'en même temps, si on ne fait pas en sorte que tout le monde réussisse, eh ben, on va être fragile parce qu'on ne sera pas dans un environnement qui est stable. Voilà pour ces petits traits. Mais on pourrait parler des heures si j'essaie d'aller vers des exemples concrets. En tout cas, c'est très inspirant de voir ce qui se passe dans la nature et effectivement, on retrouve ces notions de transmission et aussi là ce que tu viens de dire sur ben voilà, comment à la fois développer le potentiel individuel de chacun et en même temps qui va servir le collectif et comment chacun peut voilà, aider les autres finalement à grandir. Patrick, justement, tu nous parlais tout à l'heure, tu avais quelques exemples de lean management, d'innovation participative. Est-ce que tu as d'autres exemples concrets à nous partager sur ces notions-là et aussi, finalement, comment, peut-être dans des entreprises plus hiérarchiques aussi, on peut mettre ça en place. Et une question complémentaire, je pose toutes mes questions, après tu fais avec. Ouais. Et comment aussi sont prises les décisions. Là, on voit la communication dans la nature, mais comment sont prises les décisions de manière collaborative et comment créer un environnement de confiance aussi pour permettre à chacun de s'exprimer exprimer ses idées. Oui. Oui, là, créer un environnement de confiance, c'était un peu tout l'enjeu finalement. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de formations. Mathilde parlait de la facilitation. On a formé énormément de facilitateurs. Et ensuite, on a formé des formateurs pour les autres. C'est-à-dire que la grande partie des réunions étaient faites sous cette forme-là. Et ça, c'est une façon de partager les décisions parce que quand il y avait des problèmes qui émergeaient dans les services, soit le manager pouvait les résoudre, sinon le facilitateur venait en accompagnement pour dire voilà, tous les problèmes que vous avez, on va les prendre un par un. On va les résoudre ensemble. Et ça, c'est vraiment la co-construction, c'est ça à chaque fois. Le codev aussi, on a beaucoup développé le codev parce que je suis d'accord, c'est un instrument extrêmement puissant dont on commence à prendre conscience maintenant. Et puis, il y a un sujet sur lequel je voudrais insister, c'est marrant parce que j'avais écrit ça dans mon bouquin et ça a donné lieu à beaucoup de discussions dans mon bouquin qui vient de sortir. Là, c'est à l'école des mines. Ils me disent, mais quand même, Patrick, expliquez-nous, là, vous avez dit, il faut écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. Et c'est vrai, il y a un gars qui m'a dit, mais finalement, quand on a passé les concours après la prépa, vous savez, X, etc., plus on répondait vite, mieux on était noté, en gros, quoi. Parce que c'était des problèmes de très grande complexité. Si on répond vite, bingo. Alors qu'en fait, il y en a qui étaient plus lents, mais ils n'avaient pas forcément la moins mauvaise solution. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème, ça. Mais c'est parce que les gens autour de vous, vous les étouffez. Enfin, par exemple, dans un codir, je prends l'exemple du codir, moi j'avais partagé le codir en deux. La première partie, je n'assistais pas. C'était mon directeur général adjoint, je n'assistais qu'à la deuxième partie. Et ça, je peux vous dire que les gens se sont dit, mais il nous a laissé une responsabilité, là, parce que je voulais le faire et c'était important. Et ensuite, quand je venais à la deuxième partie, des fois, j'intervenais presque pas. Elle me disait, tu n'as rien à dire? Je dis non, vous avez tout dit, ça a été bien dit. C'est pas parce que je suis directeur général que je vais revenir rajouter quelque chose en disant, il faut absolument que je parle. Mais je faisais l'effort de vraiment les écouter, comme ça donnait de l'importance à la parole. Ça, c'est une chose qui est trop oubliée, vraiment. Après, ce qui est important aussi, par exemple, c'est il y a des paramètres qui ont été construits par eux par rapport au principe de management bienveillant exigeant sur l'ambiance, l'autonomie, etc., ainsi de suite. Et c'est eux-mêmes qui s'approprient finalement les résultats qui sont là, en disant c'est bon, c'est mauvais. Ce n'est pas un jugement de valeur par rapport à vous, même par rapport aux autres. C'est-à-dire comment je fais pour améliorer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on crée cet esprit de groupe pour dire c'est pas de la faute à un tel, au manager, aux autres, c'est tout le monde est responsable de ça et qu'est-ce qu'on fait pour que ça change. Il y a une autre chose aussi qui est très importante, c'est que ça implique beaucoup de formation, je l'ai dit, hein, vraiment, on ne change pas comme ça du jour au lendemain en disant maintenant les gens ils sont autonomes et puis ils se débrouillent. Non, ce n'est pas si simple que ça. D'ailleurs, autonomie ne veut pas dire liberté totale parce que s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'autonomie possible et pour cause. C'est créer des communautés, notamment, là c'était des communautés de managers, mais pas seulement celles-là. C'est pourquoi? C'est parce qu'il faut faire part de ces échecs, de ces réussites, donc de tout ce qu'on a expérimenté pour continuer à progresser, à s'alimenter. Et c'est une façon, quelque part, de faire preuve d'humilité et de se dire que mes échecs, moi j'en ai, d'autres en ont eu, et je vais tirer des leçons des échecs que les autres ont eu pour ne pas les faire moi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Ensuite, on parlait de télétravail, je terminerai par ça. Très vite,
Moi, j'avais instauré du télétravail parce que j'avais vu d'autres exemples. On était très, très mauvais dans ce truc-là. Et notre caisse nationale limitait le télétravail à 15%. On se trimballait à 3% la plupart. Et bien, j'ai acheté plus de micro-ordinateurs sur nos fonds propres pour monter à 25%. On a acheté 1100 licences Skype. Et le jour où il y a eu le Covid, ça a tout changé. Parce que les gens étaient habitués à être en télétravail, les managers étaient habitués à savoir ce que c'était que le management à distance, qui n'exclut pas de management de proximité, attention, parce que la proximité, ce n'est pas seulement géographique. Et là, dans la semaine, tout le monde était parti chez lui pour travailler. Certains disant, mais monsieur, moi j'ai 3 enfants, vous vous rendez compte comment je vais faire, etc. Mais j'ai dit, écoutez, c'est pas si grave que ça, vous allez faire ce que vous pouvez comme d'habitude. Et je sais qu'on peut compter sur vous. Et voilà, et ça a marché. Ça a marché, j'ai des collègues qui étaient affolés, on disait, mais comment on va contrôler les gens, est-ce qu'ils vont travailler 7h48, etc. Et je dis, attends, c'est sans objet ton truc. C'est une période de crise, on fait ce qu'on peut, tu parles que les 7h48, on verra plus tard. C'est le résultat qui compte finalement. Donc c'est tout un tas de choses qui paraissent banales, mais qui ne le sont pas. C'est pour ça que je dis souvent, mais osez faire ces choses qui font que petit à petit, ça s'améliore. On a fait un dernier exemple que je donnerai, parce que je pense qu'il est assez intéressant, mais c'est assez connu, mais quand même, c'est le recrutement avec les pairs. C'est-à-dire que souvent, c'est le cadre qui recrute avec les DRH, etc. Et puis, on parle de jouer en équipe, ainsi de suite. Mais je dis, pourquoi il n'y a personne de l'équipe qui recrute dedans? Et donc, on a mis un employé pour recruter. Alors, évidemment, il a une légère formation, il y a un petit canevas, tout ça, c'est bien. Mais ça montre que les gens sont vraiment considérés, qu'ils participent et qu'on élabore ensemble l'équipe. Ou donc, ensuite, les décisions. Tu vois, il y a tout un système comme ça qui fait que, globalement, les gens, ils trouvent leur compte parce qu'ils sont vraiment auteurs de ce qu'ils font. Merci, merci Patrick. Justement, vous avez commencé à parler de formation, mais du coup, on commence là, à toucher du doigt aussi des compétences individuelles, le changement de posture, mine de rien. Si on repasse dans ce qui se passe au niveau de la nature, Jean-Philippe, si on prend justement l'exemple du permaculteur, qui est un peu différent en termes de posture que peut-être l'agriculture intensive, quelles sont ses compétences? Qu'est-ce qu'il doit apprendre pour justement gérer la résilience ou favoriser peut-être la résilience dans la nature? On n'a pas, depuis le début, défini la permaculture, mais pour aller très simplement, en fait, la permaculture, elle consiste à comprendre comment fonctionne la nature et ensuite s'insérer tout en douceur dans l'écosystème pour le perturber le moins possible. Hein, on vient de voir plusieurs exemples, on voit comment la nature, elle a des réponses à tout. Et donc, à chaque fois qu'on vient perturber l'écosystème, on risque de modifier quelque chose de manière négative et donc on essaie de le faire en ayant compris comment ça fonctionne. Et donc, vous l'avez compris, la première formation du permaculteur, c'est d'être à l'écoute de la nature. Et là, il nous manque quelque chose de fondamental dans notre civilisation, c'est qu'on a perdu cette capacité à être connecté à la nature. C'est-à-dire que nos sens, nos oreilles, nos yeux, notre toucher, etc., ne sont plus du tout réactifs à ce qui se passe autour de nous. Pourquoi? Parce que comme on ne les utilise pas, notre cerveau est en plastique, il se réadapte, il est adapté à nos écrans, à notre vie moderne, il a perdu la capacité d'attention, de concentration, et donc on a plus, quand on rentre dans la nature, finalement, bon, on se promène, on voit ce qui se passe, mais on n'est pas du tout réceptif à ce qui se passe. On ne sait pas, en allant dans la forêt, on n'a pas conscience du nombre d'oiseaux qui sont autour de nous, quels sont ces oiseaux, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter, tout ça, ce que nos ancêtres savaient faire parce qu'ils avaient cette connexion. Et donc, la première formation du permaculteur, c'est ce travail de reconnexion à la nature, donc de resensibiliser tout son organisme, en fait, pour qu'il soit de nouveau alerte à ce qui se passe autour de lui. Et ça va amener à l'émerveillement, ça va amener aussi à l'observation, à mieux comprendre les écosystèmes. Et c'est sur la base de cette compréhension des écosystèmes qu'on va pouvoir prendre des décisions et mettre en place nos propres écosystèmes à nous. Et ça va aussi générer quelque chose d'autre qu'on a complètement perdu, c'est l'amour. Aujourd'hui, on défend la nature, on la protège, mais est-ce qu'on l'aime? On est toujours dans une démarche un peu centrée sur nous, c'est-à-dire qu'on protège la nature parce qu'on veut que nos enfants puissent en profiter, parce qu'on en a besoin, mais derrière, où est l'amour dans tout ça? Et c'est peut-être aussi une relation que vous allez faire avec les organisations, mais avant tout, le rôle du permaculteur, c'est de réapprendre à aimer la nature. Parce que c'est quand on aime la nature qu'on en prend soin, et notre travail, c'est de prendre soin de la terre. Et le travail du permaculteur, ça va être de comment produire ce dont l'homme a besoin, enfin l'humain, comment produire ce dont l'humain a besoin sur Terre, en termes de nourriture, d'énergie, de matériaux, etc., en prenant soin de la nature, donc sans perturber les écosystèmes, ou voire même en les bonifiant. Et je pense que c'est ça. Après, bien sûr, il y a des connaissances techniques à avoir, mais elles seront secondaires. Si on n'a pas au départ cette première base qui est présente, cette technique va être utilisée comme c'est le cas aujourd'hui. Demain, tout va être avec un label permaculture à Carrefour et on n'aura rien changé aux choses. Tout comme aujourd'hui, tout est bio et rien n'a vraiment changé. Donc, ce n'est pas dans la technique qu'on va changer les choses, c'est dans la relation et dans l'amour qu'on porte à cette nature. Ouais, voilà ce que je pourrais dire. Merci Jean-Philippe.
Justement, Mathilde, quel est le parallèle ou les parallèles qu'on peut faire peut-être entre un permaculteur et un manager dans les organisations? Bah, du coup, il y en a plein, je dirais, parce qu'en écoutant Jean-Philippe, je me dis qu'un manager pourrait être un permaculteur ou l'inverse. En tout cas, moi, j'adore la permaculture. Je trouve que c'est vraiment très, très inspirant pour justement le domaine des organisations. Et bah, oui, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que la première des choses que doit faire, à mon sens, un manager, c'est être à l'écoute, c'est observer ce qui se passe déjà autour de lui dans son équipe et regarder les relations qui existent, parce qu'il y en a forcément, et comment elles sont, comment en prendre soin, comment les développer. Surtout aujourd'hui où le contexte, c'est toutes les entreprises avec la distance se demandent comment préserver ce collectif, comment faire en sorte qu'il y ait toujours un sentiment d'appartenance. Donc finalement, qu'il y ait toujours des liens entre les uns, les autres, l'équipe, l'organisation, etc. Et donc, je trouve qu'on peut vraiment envisager le rôle du manager comme un rôle de facilitateur, là encore, facilitateur de liens, où tout ne doit pas forcément être sur ses épaules à lui et il n'a pas forcément la responsabilité de tout, mais de regarder comment il peut faciliter les liens qui existent et comment développer ou prendre soin de ceux qui sont pas là ou qui en ont besoin. Alors, il y a plein de choses concrètes qui peuvent être faites, mais ce n'est pas forcément, encore une fois, lui qui doit tout faire, mais c'est voilà, de planifier ou d'animer des temps de convivialité. Mais là encore, s'il y a quelqu'un dans son équipe qui aura plus une âme d'animateur, bah, autant le laisser faire. Donc, c'est orchestrer un petit peu tout ça, créer une atmosphère inspirante, être à l'écoute, on en a beaucoup parlé. Mais c'est aussi, je pense, développer ces compétences-là, hein, d'émerveillement, de se resensibiliser, pour reprendre ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure. Mais voilà, développer ces savoir-être, les fameux savoir-être autour de l'empathie, la capacité à fédérer. Tout ça peut être travaillé et en le travaillant, ça permet d'être plus partagé et plus diffusé au sein d'une équipe et plus globalement au sein d'une organisation. Donc, je pense beaucoup de liens entre permaculteur et manager. Merci Mathilde. Du coup, Patrick, quels sont peut-être les rôles et les compétences clés justement dans une transformation et aussi comment accompagner le développement de ces compétences au sein des individus ou des collectifs? Oui, donc je rejoins ce qui vient d'être dit. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Jean-Philippe parce que mon père, qui n'est plus de ce monde, était passionné par tout ce qu'il vient de dire déjà il y a très longtemps. Il passait pour un doux farfelu, sans doute, il y a 40 ans de ça. Et c'est vraiment ça me touche beaucoup indirectement. Mais je crois que quand on manage, il faut aimer les gens. Sinon, il faut changer de métier. Et ça, il parlait d'aimer la nature, Jean-Philippe. Il faut aimer les autres. Parce que finalement, pour faire une comparaison, ça paraît stupide, mais il faut aider les autres à grandir, à se développer, comme avec la permaculture. Moi, je suis effaré de voir qu'il y a des gens qui ne pensent qu'à faire le désert autour d'eux en laminant les gens, les méprisant, les mettant sous leur coupe. Quel objectif dans la vie que de faire ça? Là, évidemment, ça frise la perversité. Vous me direz, mais il y a 100 être pervers qu'ils font. Donc ça, c'est vraiment… Et les gens ont besoin de sécurité psychologique, de sécurité relationnelle. Et ça, c'est vraiment le manager qui va le faire parce que lui, il aura créé une capacité égalitaire, si je puis dire, à tous les autres de s'exprimer. Et puis, il aura cette aptitude, je rejoins ce que dit Mathilde, à percevoir les autres par le non-verbal, ce qu'ils sentent, leurs émotions, tout ça. C'est là qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, que ça a un sens, il faut respecter la parole de l'autre pour qu'il puisse s'exprimer vraiment sans réagir au quart de tour. Alors, il y a des points de vigilance qui sont essentiels, je crois. C'est de toujours garder le contact. Moi, quand j'ai démarré, une question qui était posée, c'est de 2011 à 2020, enfin 2020, je l'ai fait. Hein. J'avais 30 centres différents et il faut aller au contact des gens, il faut discuter avec eux, il faut ressentir les choses. Ça, mais c'est pas facile parce que ça nécessite beaucoup de temps, surtout en région Île-de-France avec les temps de déplacement. Après, il y a le suivi. On fait souvent de la formation, etc. Mais je l'ai dit, je leur ai dit, il faut des communautés où les gens échangent entre eux, ils voient si ça va, si ça ne va pas. C'est ce qui permet d'ancrer les solutions et de les faire perdurer. Hein. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. J'ai parlé des paramètres, j'ai parlé des labels. On a fait un label pour que les gens puissent savoir ce qu'ils faisaient les uns les autres.
Et j'ai vu qu'il y a une question aussi, comment commencer? Ben, on peut commencer par une petite chose en faisant la même chose qu'a fait le voisin ou fait une chose un peu différente et là, c'est l'autre qui va copier. Enfin, il y a plein de façons de commencer, mais le tout, c'est de commencer et de ne pas avoir peur. Et on en revient encore une fois, de faire confiance aux autres parce que en avançant, eh bien, on fait des tas de choses qu'on n'aurait jamais supposé faire. Merci. Justement, tu parlais aussi de points de vigilance. Justement, une question ouverte à vous trois. Là, on parle aussi de ce qui marche bien, mais quels sont peut-être les points de vigilance ou aussi les obstacles, que ce soit dans la nature ou dans les organisations, par rapport à cette résilience ou ces transformations que vous avez pu rencontrer ou que vous souhaitez soulever? Je peux enchaîner si vous voulez. Ouais, déjà, on a dit que être résilient, ça se joue à titre individuel et collectif et qu'il ne faut surtout pas opposer les deux. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Mais surtout, j'ai 2 points de vigilance à partager. Le premier, ce serait de faire attention à ne pas marteler cette notion de résilience dans les entreprises, dans les organisations, qu'il n'y ait pas une injonction à la résilience. Est-ce que tu as été résilient, suffisamment résilient? Est-ce qu'on a été résilients tous? Donc, de faire quand même un petit peu attention à ça parce qu'on n'est pas tous égaux, en fait, devant la résilience, face à la résilience. On n'a pas tous la même capacité à répondre, en tout cas pas forcément tous de la même manière au même moment. Donc, attention quand même à ne pas avoir une injonction trop forte et à créer des nouveaux RPS, des nouveaux risques psychosociaux liés à ça. Ce serait clairement contre-productif. Donc, je pense qu'il faut avoir ce premier point de vigilance. Le deuxième que je peux partager, qui me semble vraiment important, c'est de ne pas parler en tout cas de ne pas s'engager sur cette question de la résilience sans parler et sans réfléchir à ce vers quoi on va rebondir. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important. Et j'ai assisté à une conférence il y a quelques semaines avec un intervenant qui était un anthropologue du lien social. Et il disait un truc assez rigolo. Il disait, mais en fait, la résilience est complètement dépassée, c'est has-been, dans la mesure où il trouvait qu'il y avait un lien en fait trop important dans le mot résilience avec l'idée de rebond et de retour à l'état initial. Et il invitait plutôt à parler de métamorphose ou de renaissance et en tout cas de bien se demander dans quelle direction on va bondir et moins rebondir, je dirais. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on parle de résilience. Et il y avait un autre intervenant à cette même conférence qui lui, était philosophe et qui avait une métaphore, moi, qui m'a beaucoup plu. Peut-être qu'elle plaira aussi à Jean-Philippe parce qu'elle vient du monde vivant. Et il disait que le désir du papillon doit être plus grand que la peur de la chenille. Et donc, tout l'intérêt de trouver un petit peu le bon rapport, le bon dosage entre la peur que peut provoquer ou l'inconfort que peut provoquer un changement et une direction où on ne va pas exactement savoir ce qui va se passer, et puis quand même le désir d'un futur plus souhaitable. Et je pense qu'il y a un fort enjeu là. Et, voilà, je fais bien cette métaphore du papillon. J'aimerais ajouter quelque chose sur cette question du frein à la résilience. Tu vois, si demain je coupe une forêt, en fait, elle va revenir. Et elle va revenir parce qu'en fait, c'est le seul écosystème sous nos climats qui va être capable de gérer l'eau. Si elle ne revient pas, en fait, l'eau sera plus gérée, on va éroder les sols, on va perdre les sols et petit à petit, on va le transformer en désert. Et donc, je coupe ma forêt, elle revient, mais quand elle revient, je l'empêche de revenir parce que je veux absolument avoir des céréales ici et je vais faire ça à 2 ans, 10 ans, 15 ans. Et à un moment donné, j'ai recréé un désert et donc je vais plus, c'est-à-dire que l'écosystème, il ne va plus revenir. Et la forêt est disparue pour toujours. Je pourrais dire en fait que finalement, si on tire trop sur la corde, à un moment, la corde, elle casse. Et là, il n'y a plus de résilience dans la nature. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la majorité des déserts qu'on a sur Terre aujourd'hui ne sont pas des déserts qui sont liés au climat ou quoi que ce soit, c'est des déserts qui sont liés à l'homme. À l'homme qui a coupé trop de forêts, qui a trop exagéré. Il n'a pas vu les signes, on coupe une forêt, la forêt dit non, ne coupe pas, regarde, je reviens, je suis importante. Mais non, moi je coupe, je ne réfléchis pas. Et à un moment donné, c'est trop tard. Et là, le seul moyen de revenir à un système de résilience, c'est de réamorcer la pompe en remettant de l'énergie. Donc en replantant des arbres, en mettant de l'irrigation, en ramenant de la matière organique. Donc c'est comme ça qu'on travaille pour reverdir les déserts. Donc ouais, je pense que c'est ça le frein pour nous dans la nature. Merci Jean-Philippe. Patrick, un point de vigilance, des obstacles rencontrés, des choses qui ne marchent pas? Oui, oui, il y a des choses qui ne marchent pas, c'est sûr. Le principal point de vigilance, je dirais, c'est les réfractaires. Il y a des gens qui ne veulent pas changer ou qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas parce que ce n'est pas un moment de leur vie qui est favorable. Et alors, c'est là que je rejoins Mathilde. Il ne faut surtout pas être dans l'injonction. Il ne faut pas être dans la soumission. Finalement, il faut être dans l'implication.
et leur montrer que ça peut fonctionner, qu'on comprend qu'ils ne veulent pas s'intégrer tout de suite, etc. Et petit à petit, on progresse comme ça, parce qu'encore une fois, ça serait contre-intuitif d'exiger que les gens soient autonomes ou qu'ils fassent ce que vous leur demandez forcément. C'est ça qui est passionnant, parce que là encore, par rapport à la permaculture, etc., le système, il se met en place de lui-même petit à petit. C'est comme quand on gagne sur le désert, on gagne sur ceux qui pensent qu'on a toujours fonctionné comme ça et que donc ça ne doit pas changer. Parce que l'inconvénient, c'est qu'au début, c'est beaucoup plus confortable de diriger de façon autoritaire. Écoute, je suis chef, tu as vu, c'est marqué là, je décide, tu exécutes. Mais après, s'ils ne comprennent pas, et je peux vous dire que j'ai terminé ma carrière, j'arrête pas de dire en roue libre, ce serait vraiment exagéré parce que c'est quand même des responsabilités, mais de façon extraordinaire. Parce que c'est beaucoup plus facile de manager les gens quand ils sont bien, qu'ils échangent avec vous, qu'ils ont envie de faire des choses, etc. Donc, c'est ça que les gens ne perçoivent pas, c'est que finalement, c'est compliqué a priori à faire, mais finalement, pas à pas, on arrive à changer complètement la façon de faire, la façon d'échanger, et on arrive à recréer un lien qui n'existait plus finalement. Donc, c'est ça les points de vigilance, c'est il faut accepter qu'il y ait des réfractaires, il faut accompagner ces gens-là, comprendre pourquoi ils le sont, et c'est la meilleure démonstration, c'est par ceux qui ont fait, c'est pas par moi, par mon discours, c'est par ceux qui ont fait autour et qui avancent petit à petit. Voilà. Mais il y a de multiples obstacles, c'est sûr, mais ils ne sont pas si insurmontables. La preuve, c'est qu'on a réussi à le faire. Merci. Je vous propose qu'on prenne quelques questions des participants, des spectateurs, pour que du coup on puisse continuer à creuser ce sujet. Et puis pour ceux qui peuvent rester jusqu'au bout, je le répète, il y a une surprise qui nous attend 5 minutes avant la fin, donc dans une quinzaine de minutes. Une des premières questions que je vais prendre, je vous répète, vous pouvez poser vos questions dans l'espace questions et réponses en bas de votre écran et voter pour les questions qui vous intéressent. Comme ça, je pose les questions qui ont le plus de votes. La première, c'est une question de Laurence. Comment votre action a-t-elle été reçue dans votre hiérarchie, par vos collaborateurs, par les partenaires sociaux? Patrick, je pense que la question est… Oui. Alors, par les hiérarchies, je viens de l'évoquer. Il y a des membres du comité de direction après qui sont partis ailleurs parce qu'ils ne se sentaient pas bien dans cette démarche-là. C'était un peu classique, disons, mais j'en ai appris d'autres et ceux-là, évidemment, ils venaient parce que ça les intéressait. J'ai même eu 2 directeurs qui étaient parmi mes adjoints, c'est qu'ils avaient envie de travailler comme ça. Et puis, par rapport aux syndicats, je n'ai pas eu de trop graves problèmes parce que je pense qu'il faut les considérer comme un contre-pouvoir et leur donner des responsabilités et l'information dont ils ont besoin. Et à partir de là, l'attitude change parce qu'on n'est pas dans l'opposition, on est dans une forme de coopération et je leur fais comprendre qu'ils me rendent service s'ils m'expriment pourquoi ils ne sont pas d'accord, mais à condition qu'ils travaillent sur un dossier qu'ils ont. Donc, on est au-delà des déclarations, vous savez, les éternelles mêmes déclarations. Et ça s'est vraiment bien passé. Et vous savez, quand vous travaillez pour le bien-être des gens et que ça fonctionne, ils n'ont pas envie que ça s'arrête, les syndicats, parce qu'au fond d'eux-mêmes, leur rôle, c'est ça. C'est qu'ils ont envie que ça continue. Donc, il n'y a pas eu de difficultés majeures. Et pourtant, en Ile-de-France, les syndicats sont très puissants, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de leaders. Merci Patrick. Deuxième question de Patricia. Dans les organisations très verticales, peu de place à la transversalité. Comment débuter ce changement? Peut-être, voilà, qui veut répondre? Mathilde peut répondre si elle veut. Comment débuter? En fait, je trouve que Patrick, il a à plusieurs reprises donné les bonnes clés, qui est quand tu parlais de Patrick de oser ou de confiance ou de voir déjà, c'est déjà le faire commencer par quelque chose. Et je dirais que finalement, n'importe quel terrain d'application est le bon pour démarrer, sans forcément devoir faire un énorme projet de transformation. Qui implique tout le monde, etc. Mais prendre soit une situation qui existe, tout à l'heure je parlais de télétravail, déjà ça amène beaucoup de possibilités de travailler les relations, mais ça peut être aussi retravailler les espaces, retravailler n'importe quel type de projet en mode intelligence collective. Voilà, c'est se saisir finalement de ce qu'on a sous la main comme possibilité, et par l'exemple, après, ça peut faire boule de neige. Il n'y a pas forcément nécessité de démarrer par le haut ou par un gros projet, mais déjà de faire, je trouve que c'est la clé. J'ai évoqué tout à l'heure, je voudrais juste compléter, par exemple, dans votre entreprise, dites-vous, mais qu'est-ce qu'on ne supporte absolument plus dans cette boîte? Ça peut être, par exemple, l'entretien annuel d'appréciation, parce que ça a lieu tous les ans, comme son nom l'indique. Il faut toujours le faire, d'accord, c'est légal, mais vous pouvez très bien faire des entretiens intermédiaires et ça change. Et là, vous décidez que tout le monde va essayer de voir pour une nouvelle méthode.
Il y a une autre méthode aussi qui consiste dans un service à mettre en place un truc, le recrutement avec les pairs. Dans un autre, c'est mettre en place le management visuel. Ça vous paraît pas grand-chose? Bah si. Et après, on échange, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. On peut aussi faire un service. Il y a un service qui était devenu totalement autonome, tellement il marchait mal. J'aurais dû commencer par le plus facile, mais j'ai dit tant pis. C'était la plateforme de service courrier-téléphone. Et ben, ils ont fait les horaires variables intégralement et les plannings eux-mêmes, ce qui paraît complètement impossible a priori. Ben, ils l'ont fait. Il y a plein de façons, de méthodes selon les circonstances. Mais si vous démarrez petit, ce n'est pas grave. Osez, commencez, vous verrez. Petit projet, très grands effets. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon quelque part. Et pour compléter, peut-être, je reviens sur les questions des espaces, parce que en fait, c'est assez ludique. En fait, finalement, c'est vraiment un sujet que tout le monde aime bien prendre et qui n'est pas, on n'a pas besoin de se confronter. Ça peut vraiment être travaillé en co-construction et de réfléchir collectivement à pourquoi c'est intéressant d'être ensemble. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est plutôt voilà, agréable à réfléchir et qui peut être qui amène pas mal de transformations après et qui peut être très horizontal in fine. Mais ouais, commencer petit et c'est. Mais commencer. Et commencer. Ouais. Ah oui, c'est fou, mais c'est fou. Hein. Mais ouais. Tout à fait. Il y a même au niveau de réunion d'équipe, en fait, il y a plein de choses à faire déjà quand on anime des équipes, qu'on soit animateur de l'équipe ou pas d'ailleurs. Oui, des choses à mettre en place. Tout à l'heure, tu parlais du bâton de parole, des choses comme ça pour amener collaborative et participative petit à petit. Bien sûr. Puis même de demander aux gens de commencer la réunion par vraiment un temps où on va demander aux gens comment ils vont, comment ils se sentent, ce qu'ils amènent, ce qui est dur, pas dur, joyeux, pas joyeux, et de ne pas faire ça juste le temps que tout le monde arrive, de vraiment considérer que c'est un temps où on va être présents les uns aux autres, où on va se synchroniser et être vraiment dans le démarrage d'un échange de qualité. Rien que ça, c'est à la portée de tout le monde, de tout le monde qui organise une réunion. Et c'est un bon démarrage. Oui. Dire bonjour le matin en arrivant à tout le monde. Vous vous rendez compte, c'est un exploit des fois. Ça. Ah, bah bon. Exactement. Merci. Il y a une question complémentaire de Laurent quelles sont les étapes de la résilience? C'est pas facile de répondre à cette question. La nature dans les organisations. Je pense qu'à partir du moment où on parle de résilience d'un groupe, d'un système, c'est que ça dépend vraiment de comment est structuré et comment est composé ce système. Je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse valable avec un process pour tout le monde. C'est plus les clés qui ont été partagées aujourd'hui. Et moi, en tout cas, je dirais pas qu'il y a des étapes les unes après les autres, mais commencer par l'écoute et s'intéresser aux relations, ça me paraît un bon début. Et puis, je dirais avoir des réalisations concrètes très vite. Hein. C'est ce que j'ai évoqué, c'est ce qu'on évoquait aussi avec Mathilde. Si vous avez des réalisations concrètes, vous entrez dans ce schéma. Vous dites, ah oui, il se passe quelque chose vraiment. Voilà, c'est pas le discours, quoi. Merci. Jean-Philippe, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à la nature? Quelles pourraient être les étapes de la résilience? Ou pas, hein, c'est pas une obligation. Tu es autonome et libre. Je ne trouvais plus mon micro. Non, j'ai pas eu d'idée là pendant que tu parlais. J'ai réfléchi, mais ça va. Il y a pas de stratégie en fait. Pardon. Non, vas-y, tu voulais dire quelque chose? De ce que je comprends, c'est qu'effectivement, c'est s'adapter aussi au contexte, à l'environnement. Donc, chaque étape peut être différente selon le contexte. Oui, exactement, ouais. Et du coup, on a une question complémentaire de Christelle. Initier, lancer ce genre de démarche séduit relativement. Ce qui est fragile, souvent, c'est de tenir dans la durée. On parlait du temps tout à l'heure. Et patienter pour les premières retombées. Est-ce que vous avez des conseils pour comment tenir dans la durée et comment patienter pour les premières retombées? Oui, en fait, dès le début, et Mathilde l'avait dit, il ne faut pas dire qu'on se lance dans un projet. On me dit, est-ce que tu savais au bout de 10 ans, à quoi ça sera abouti? Ben, je dis non, parce que c'était à peine démarré, c'est déjà périmé. Aujourd'hui, on voit bien qu'on ne fait plus de plan à 3-5 ans, parce que là, il faut vraiment s'appeler Madame Soleil. Donc, c'est dire que ça prend du temps, mais petit à petit. Ah, c'est le moment où on doit deviner. Des étapes, et là, c'est petit, je suppose, tout ça. C'est pas grand-chose, mais quelque part, ah tiens, on a fait ça, dis donc, et ainsi de suite. Et ça encourage à continuer. Si vous fixez, vous allez sauter 2,45 m en hauteur et être champion olympique, ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Donc c'est ça,
c'est petit à petit enclencher, faire un effet cliquet. On a fait ça, toc, toc, se retourner pour fêter ses réussites, pour dire, eh ben, on y va, les gars, et puis petit à petit, ça avance. Voilà, c'est comme ça. Mais toujours, et puis toujours maintenir ce contact avec les gens. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose, même des petites choses, etc. Montrer qu'il y a du mouvement. Moi, je sais qu'au moment où le Covid est arrivé, donc les gens venaient presque plus au travail, c'est encore le cas malheureusement aujourd'hui. Ils me disaient, monsieur Négrel, il ne se passe plus rien, quoi, c'est atroce, que c'était tellement bien avant, tout ça. Bah oui, parce qu'on n'a plus l'occasion de se rencontrer. Comme la Sécu, on était en plein dans le contact tracing, c'est atroce, 7 jours sur 7. Et ben, vous n'avez plus de temps pour ces choses-là, si vous voulez. Et donc, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Vous voyez, donc, il faut sans arrêt alimenter la flamme, quoi. Voilà. Merci. Une question de Laurence. Comment accompagner des équipes de travail en place lorsqu'on est nouvelle et dernière venue dans une structure aux effectifs importants? Quand on arrive et qu'on est nouveau, c'est justement un boulevard parce qu'on peut vraiment prendre le temps de rencontrer, d'écouter, de voir comment ça se passe et que c'est un bon démarrage pour initier ce genre de démarche. Je trouve que ça, justement, c'est une posture qui est un peu naïve, on peut dire, en tout cas nouvelle et qui n'a pas forcément tout le poids d'une culture et pas les « ah mais non, mais c'est pas possible de faire comme ça ». Là, tout est possible à envisager et je trouve que c'est plutôt un point positif pour lancer tout ça. Ouais, il y a un bel exemple comme ça, vous connaissez peut-être Mathilde, je ne sais pas, Jean-François, ce n'est pas son domaine, c'est Bernard Martin qui était PDG de Sulzer, il fabriquait des moteurs pour bateaux, il arrive dans l'entreprise qui était complètement en perdition. Et le gars, qu'est-ce qu'il dit, c'est le PDG, il dit à ses ouvriers, voilà, les gars, je vous réunis, ils vont se dire chouette, il va dire comment il va redresser là-bas, je ne sais pas comment on va faire, mais on va le faire tous ensemble. Il a appelé son livre « Oser la confiance », il n'est plus décédé depuis malheureusement. Et pour répondre à cette question-là, vous arrivez, c'est ce que vous dites Mathilde, eh ben, j'y connais rien, mais je peux vous dire qu'on va tout faire ensemble. Et je vous écoute, et petit à petit, on va avancer. C'est bon, dites donc, moi j'arrive, je viens de la société machin, là on a tout fait, on est les plus forts du monde, on est des cow-boys, vous êtes morts, c'est pas la peine, votre poste il est foutu, il est grillé. Hein, vous faites ça, moi je sais pas, mais on va le faire ensemble. Voilà. Ça paraît idiot, hein. Rien n'est idiot. Une autre question justement sur l'aspect formation. On disait tout à l'heure, manager, accompagner, animer des équipes, c'est un métier. Sans entrer dans le détail de parcours de formation classique, qu'est-ce que vous conseillerez pour gagner en compétences clés sur cette posture? Faire une formation en permaculture. Ah oui. Formation en permaculture. Non, mais voilà, je pense qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est de voir comment on peut se sentir soi-même à l'aise avec la posture de faciliter les liens et d'animer au sens vraiment d'entretenir, de soigner, de porter attention aux liens, aux relations et de voir ce qui est nécessaire de développer dans sa propre posture là-dedans. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà, l'empathie, l'écoute ou d'autres compétences. Mais c'est, voilà, je répondrai ça dépend vraiment de où on en est par rapport à ce besoin-là, en fait. Oui, il y a des formations comme ça qui existent, je suis tout à fait d'accord, la facilitation, le codev, etc. Et puis, en dehors de ça, enfin, moi, on est en train de monter avec des collègues, là, maintenant que j'ai plus de temps, des micro-défis. C'est-à-dire qu'on laisse aux gens des petits défis qu'ils réalisent, et là, ils prennent confiance, ils en font un autre, etc. Et ça prend comment je réagis, comment je fais, est-ce que c'est bien perçu. Voilà, c'est des problèmes d'attitude, de comportement. Et bon, il y a des formations à ça, il y a des échanges à avoir avec les collègues. Enfin, bon, c'est une façon de se remettre en cause. Et c'est un travail sur soi-même. Et puis, il faut toujours qu'il y ait des petites actions. Ça me paraît essentiel. Sinon, on ne fait rien. On fait rien. Après, il y a la formation, mais il y a aussi finalement ce qu'on va faire qui va faire que tout le monde va pouvoir être embarqué un peu dans ce type de changement-là. Et ça peut être de s'intéresser à autre chose. Ça peut être aussi, je veux dire, de se dire, bah, tiens, cette journée-là ou ce temps-là, quelle que soit sa durée, c'est un temps ensemble et c'est pas perdu. C'est justement très valorisé. Donc, toutes ces choses-là, ça va vraiment aider l'ensemble du collectif à s'habituer finalement et à intégrer cette nouvelle façon d'envisager les choses dans l'entreprise.
Je rebondis là-dessus en disant qu'effectivement, même dans son quotidien, on peut développer ses compétences clés. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'écoute. Ben voilà, un petit défi, un gros défi peut-être que vous pouvez vous lancer, c'est de se dire, dans les prochaines personnes que je rencontre, voilà, je les écoute, même si elles n'ont pas les mêmes avis que moi. Voilà, donc au quotidien, on peut aussi développer ses compétences. Jean-Philippe, vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est vrai que dans nos projets, tu as cité tout à l'heure à l'île aux Décombres, mais de manière, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les oasis, donc ces lieux où on réinvente le monde. On a souvent cette pratique qu'on fait collective, c'est qu'une fois par jour, on se met ensemble en cercle et puis on se fait ce qu'on appelle la météo. Donc un petit tour de chacun, comment il se sent en fait, il a vécu d'important, d'intéressant, est-ce qu'il se sent bien, pas bien, fatigué, en forme, heureux. Et de connaître l'état émotionnel du collectif, ça nous aide ensuite dans la gestion quotidienne. Donc c'est un moment finalement qui est devenu précieux et qu'on attend avec impatience. Exactement. Il était toujours propre, puisque j'étais à l'époque, je le ferais avec mes élèves, et si j'étais dans une entreprise, je le ferais avec mes équipes tous les matins, parce que j'ai l'impression que ça apporte de la bienveillance, en tout cas de la compréhension. Bien sûr. C'est ce que je disais en introduction, on a trop négligé, voire oublié le relationnel. On a tendance à penser que le travail prescrit, ça va marcher. Ce n'est pas le travail prescrit qui marche, c'est le travail réel. Le gap aujourd'hui, etc. C'est dans ce gap que ça se trouve. C'est que les gens sont perdus. Vous comprenez, puisqu'il n'y a plus de parole possible dans le travail, autour du travail. C'est un vrai problème. Moi, il a raison, Jean-Philippe. C'est ça qu'il faut. C'est aider les gens à se rencontrer, à se comprendre, et ça marchera beaucoup mieux ensuite. On va gagner même. Parce que je pense que humanité et performance, ça va ensemble. On a l'impression que c'est contradictoire. Ça va ensemble. Merci. Une dernière question. Comment on peut initier cette démarche lorsqu'on n'est pas dans une position managériale? En tant que membre d'une équipe, qu'est-ce qu'on peut faire pour initier cette démarche de résilience? Alors là, bon courage, à part convaincre le manager, parce que sur un escalier de balaye par le haut, hein. Je dirais même une transformation managériale est proportionnelle à la capacité d'introspection du leader. Donc, le leader, il met son ego un peu dans sa poche, et qu'il pense que les gens autour, ils ont la parole et ils ont les moyens d'agir. Donc, ça, il faut convaincre le leader, parce que tout seul dans son coin, un employé, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire, hein, vraiment, malheureusement. En tout cas, à l'échelle… Pardon. Là, je disais, on pourra lui envoyer l'enregistrement. Oui, c'est ça. Ouais. C'est peut-être le cadeau, c'est ça. Ouais, il faut convaincre et puis inciter à voir des choses, parler comme ça, ouais, effectivement, une vidéo, un petit voyage à côté, c'est-à-dire, tiens, si on voyait ça, bon, oui, mais pas facile. Pas facile. Après, moi, je pense que ça vaut quand même toujours le coup de prendre soin de ses relations, même juste celles qui sont autour de soi, et déjà peut-être commencer par la relation avec le manager pour peut-être justement arriver à le convaincre. Mais déjà, si ça fonctionne bien et ça intègre tout ce qu'on a dit, hein, de l'écoute. On peut toujours suggérer à son manager ou à d'autres équipes de faire quelque chose en intelligence collective, de dire tiens, j'ai vu ça, j'aimerais bien essayer ça, qu'est-ce que tu en penses? A priori, il y a peu de risques que ce soit, ça dépend bien sûr du manager, mais quand même, ça vaut le coup d'essayer, de se dire tiens, on peut essayer, qu'est-ce que tu en penses? Je veux bien m'en charger, et si, et avec plusieurs et si, ça peut amener à des solutions qui marchent en fait. Tout à fait, je pense qu'on a tous, chacun, un rôle à jouer là-dedans. On parlait tout à l'heure dans la nature des différents rôles, des différentes espèces, mais en fait, je pense qu'on a tous un rôle, effectivement, à différents niveaux, et qu'effectivement, en incarnant ces choses-là aussi dans son propre comportement, il y a un effet mimétisme et qu'on va pouvoir aussi aller convaincre derrière. Merci à vous. Il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On essaiera d'y répondre dans le compte-rendu pour répondre aux questions que vous avez posées. Juste peut-être une dernière qui a été posée, c'était quelle lecture conseiller pour les personnes qui ne connaissent rien dans ce domaine? Et justement, Patrick, tu as écrit un livre qui est sorti il y a peu. Est-ce que tu peux donner le titre pour peut-être… Oui, le titre, il suffisait de leur donner envie. Tiens, je peux le montrer. Je ne sais pas si je le centre bien, là, tu le vois, non? Alors, c'est un peu à contre-jour, mais il suffisait de leur donner envie. Il suffisait de leur donner envie, c'est publié aux Presses des Mines. Alors, je ne récolte pas beaucoup là-dessus, c'est pas ça. Mais on m'avait demandé de l'écrire et ça décrit par le menu, c'est bien parce que je pense que ça marche, parce que les gens ils comprennent comment on peut faire. Voilà. Mais il y a d'autres livres. Hein. Il y a un livre qui est pas mal, c'est Reinventing Organizations. Je vous rassure, il est traduit en français, mais le titre est en anglais, de Frédéric Laloux.
qui décrit bien toutes les entreprises qui ont pu se transformer. Il y a le fameux livre d'Isaac Gates, bien sûr, sur aussi Liberté et compagnie. Il y a aussi un livre, Le voyage inversé de Philippe Studer, qui est un copain qui est allé chez les peuples premiers. Il est en vacances depuis des années. Il ne s'est jamais pris de flèche ni de coup de sarbacane, mais il a montré comment les peuples premiers l'avaient inspiré. Il a complètement changé son entreprise. Il y a aussi Le pouvoir des habitudes, qui a un livre excellent sur comment on change d'habitude. Il y a aussi Employees First de Binet Niyar. Les employés d'abord, les clients ensuite. Et bon, il y a pas mal de choses, mais Reinventing Organization, c'était une source d'inspiration intéressante quand même. Et puis, voilà quoi. On mettra une petite bibliographie dans le compte. Oui, c'est ça. Oui. Qui va aller plus loin. Ouais. Il est temps de passer à notre surprise du soir, pour ceux qui sont encore avec nous. Donc, en fait, on vous propose de prolonger le voyage et nous projeter quelques minutes dans un futur souhaitable grâce à une mini-fiction qui a été écrite par Libertalia. Et c'est leur ami Guillaume qui va nous rejoindre et qui a un message à nous adresser du futur. Alors Guillaume, je t'ai ajouté en panéliste. Je vais juste... Hop. Du coup, là pour l'instant on ne te voit pas, mais on peut t'entendre. Et du coup, dès que tu vas apparaître, tu peux mettre ta caméra. Est-ce que Guillaume, tu es là? Je ne peux pas démarrer ma caméra. C'est bon, tu dois pouvoir. Bonjour Guillaume. Salut. Faut que je te dise un truc. Tu ne me connais pas. On se rencontrera que dans plusieurs années. Je m'appelle Guillaume. À ton époque, en 2021, je vivais à Paris. J'étais happiness manager dans une start-up parisienne. Jeune et invincible. J'attendais avec impatience le déconfinement, le retour à la normale. Normal, ça n'a plus le même sens. Parce que la première pandémie mondiale a trop duré et parce que d'autres catastrophes ont suivi. On m'a licencié en 2027, un mois après que le Parti national écologiste a remporté les élections. Pendant un an, j'ai gardé l'espoir de retrouver un taf. J'alternais les nuits passées à squatter chez les potes qui me restaient et les foyers d'hébergement miteux. À la fin de l'année, j'avais élu domicile au camp du Parc Montsouris. Et un soir de septembre 2029, j'ai touché le fond. Couché sur le pavé brûlant du quai d'Austerlitz, je délirais de fièvre, je traînais ma carcasse vers les eaux de la Seine pour en finir. Alors je t'ai entendu prononcer mon nom. J'ai senti tes mains m'envelopper. Tu m'as recueilli, tu m'as donné une place au sein de l'Oasis. Tu ne le sais pas encore, c'est toi qui cofonderas l'Oasis, un lieu magique. Une immense forêt-jardin où coopératives, initiatives citoyennes, hackers, permaculteurs et racines se cultivent les uns les autres. On y enseigne l'art de la résonance aux enfants. On y tisse jour après jour une société méconnaissable. On y soigne, on y chérit et on y répare les vivants. J'y ai rencontré nos compagnons de route, retrouvé le goût de la vie. Je me suis remis au travail, prendre soin des autres, apprendre à vivre ensemble. C'est ça, le travail en 2041. Comme les mots changent de sens, les mots et les gens. Moi non plus, je ne suis plus la même personne. Je voudrais tellement revenir en 2021, te dire de tenir bon, te dire merci de m'avoir reconnu sur ce trottoir, te rendre ces mots que tu m'as offerts. Nous, les humains, on est des êtres vibratoires. Et c'est vrai, on se transforme en permanence. On vibre avec le monde et le monde avec nous. C'est ça la résonance. Vibrer avec le monde, pour le meilleur et pour le pire. Vibrer à l'unisson, accepter de ne plus être celui qu'on croyait être soi-même, accepter de vibrer jusqu'à la métamorphose.
Merci, Guillaume. On peut l'applaudir. Bravo. Tu peux recouper ta caméra si tu le souhaites ou rester parmi nous, tu as le choix. Voilà, le choix est fait. Merci Guillaume pour ce récit inspirant vers le futur et merci à Mathilde et Grégoire de Libertalia Work de l'avoir rédigé pour nous inspirer aussi et finir ce webinaire par une histoire, une mini-fiction pour nous projeter dans le futur. Je tenais à vous remercier du coup tous les trois pour nous avoir inspirés ce soir autour de ce sujet de la résilience qui est vaste et on pourrait en parler des heures et des heures. On a parlé de la résilience d'un point de vue des organisations, de temps, d'espace, de confiance, de reconnaissance, de sens, d'un point de vue du collectif et aussi des compétences individuelles à continuer de développer. Et on a vu accompagner la résilience, c'est aussi un changement de posture de tous pour accompagner les transitions, le mouvement, développer les individus, les collectifs. C'est pourquoi, pour aller plus loin, avec Active Action, on vous propose aussi des formations, on en parlait tout à l'heure, à la facilitation. Il y en a une qui commence le 21 avril, donc la semaine prochaine, donc on vous enverra dans le compte rendu aussi les informations si ça vous intéresse. Donc voilà, apprendre, acquérir des compétences savoir-être et des techniques d'animation aussi collaborative. On en parlait tout à l'heure du co-développement, de co-apprentissage la semaine prochaine, le 22 avril au matin. On souhaite vous réunir en plus petits groupes. Cette fois-ci, vous aurez la parole et ça sera à vous justement de partager vos quêtes, vos questions par rapport à ce sujet de la résilience. Et on expérimentera peut-être aussi certains outils. Mathilde, est-ce que tu veux aussi peut-être partager des choses que vous proposiez à Libertalia Work et qui peuvent être intéressantes pour nos spectateurs? Oui, on peut vous inviter à venir co-construire avec nous dans des prochains ateliers qu'on a appelé déconfiner les imaginaires. En fait, on anime des ateliers avec une approche prospective qui invite à changer de regard, à ouvrir le champ des possibles. Et il y a aussi une démarche artistique parce qu'on offre une mise en récit, un peu comme ce soir, des idées du groupe. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour participer à nos ateliers. Et puis plus globalement, on accompagne dans les organisations les transformations du travail et on aime bien jouer avec nos différentes casquettes que sont experts des nouveaux modes et des nouveaux espaces de travail, facilitateurs en intelligence collective, coach ou formateur. Voilà, donc on peut intervenir sur mesure dans les organisations. Merci Mathilde. Patrick, on a parlé de ton livre, on le mettra aussi pour ceux que ça intéresse. Jean-Philippe, est-ce que tu as des actualités à partager ou des choses pour passer à l'action? De notre côté, avec Nature Nourricière, on organise justement ce travail sur 5 jours en fait, de reconnexion à la nature, d'observation des écosystèmes, pour justement comprendre comment fonctionne la nature et essayer de s'en inspirer. Donc, ce n'est pas uniquement si on a envie de planter des tomates ou de faire son jardin, c'est vraiment une formation qui ouvre un autre regard sur la nature et qui est transposable ensuite à d'autres domaines, comme on l'a vu ce soir. Merci à tous les trois. Pour nos spectateurs et ceux qui n'ont pas pu être présents, on enverra un replay vidéo de nos échanges. Donc voilà, et vous pouvez continuer à nous suivre sur la page LinkedIn où on essaye de partager des articles aussi inspirants régulièrement. Merci à vous trois. Merci à tous de nous avoir écoutés et pour vos questions inspirantes. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.